Dernièrement, j'ai regardé sur Amazon Prime Video la série Invincible. 2 fois. Cette série d'animation de 8 épisodes de 40 minutes a vraiment su capter mon attention. Basée sur un comic book du même nom commencé en 2002 avec Robert Kirkman au scénario et Cory Walker puis Ryan Ottley au dessin, Invincible est une histoire qui a quelque chose d'intéressant à raconter sur le genre du super-héros. Comme par exemple, est-ce que le modèle super-héroïque présente des défauts graves? Si oui, lesquels? Et aussi, qu'est-ce qui se passerait si Superman, qui est censé être un modèle de vertu à suivre, s'avérait être finalement un mauvais père? Ça défait le principe, non? Pour moi, cette série, au même titre que The Boys, aussi sur Prime Video, fait partie des productions audiovisuelles récentes vraiment intéressantes sur le monde des super-héros, s'inscrivant dans une mouvance un peu méta ou postmoderne qui remettent en question les acquis qu'on a sur ce genre d'histoire. Après les succès colossaux des films et séries Marvel et DC, c'est important d'avoir une autre production qui apporte un autre son de cloche. Un aspect sale, ténébreux et mature dans ce monde souvent très propre et familial. Oui, parce qu'Invincible, c'est peut-être un dessin animé de super-héros, mais ce serait très irresponsable de laisser tes gosses devant, fais pas ça. N'empêche, ce dessin animé est peut-être très brutal, mais ça sert un propos qui mérite réflexion. Du coup, attention spoiler, regardez de préférence les 8 épisodes de cette série avant de regarder cette vidéo, parce que je m'en vais partager justement avec vous mes réflexions sur Invincible. Mais j'ai oublié mes bonnes manières, excusez-moi, laissez-moi l'occasion de me présenter. Bonjour à toutes et à tous, ici... Lui, c'est Omni-Man, le plus fort des super-héros du monde de la série Invincible. En 20 minutes, il peut partir en volant des États-Unis, acheter du vin rouge en France, des saucisses en Allemagne et des tagliatelles en Italie, puis revenir. Médiocre, imposteur. Moi, en un clic, je me téléporte au Japon, au Mexique, en Angleterre, grâce à quoi? Grâce à NordVPN. NordVPN, c'est un réseau privé virtuel qui permet de masquer votre adresse IP et prendre celui d'un autre pays. C'est comme se téléporter en un instant à travers le monde grâce au serveur haute vitesse de NordVPN établi sur 59 pays. Sans parler de la possibilité de connecter jusqu'à 6 appareils sur le même compte, même sur sa Smart TV. Par exemple, si je veux voir des mèmes qui se foutent de la gueule de Omni-Man qui engueule son fils, mais que je veux pas qu'il retrouve mon domicile, NordVPN me fera croire que ma connexion internet vient d'Australie. Aucune super force alien ne taira ma liberté d'expression. Ou alors je peux me connecter sur le serveur japonais pour accéder au catalogue Netflix Japon et voir des exclusivités genre King Kong Escape, où Kong se bat contre un robot Kong et parvient étonnamment à faire moins de dégâts que le combat entre Omni-Man et Invincible à San Francisco. Je savais que j'aurais pas dû me téléporter là. Ah, c'est mieux. Et avec la fonction CyberSec, je peux bloquer les pubs intrusives et les malwares. NordVPN m'aide à mieux sécuriser ma connexion internet. Même robot peut pas me hacker. Va te faire foutre, robot! Non, en fait, va pas te faire foutre, c'est une blague, t'es un des meilleurs personnages de la série. Essayez NordVPN via le lien dans la description, nordvpn.com/hermitmoderne. Avec le code hermitmoderne, profitez de 66% de réduction sur l'abonnement de 2 ans. Ça fait juste 3,17€ par mois et vous avez 1 mois gratuit. Rappelez-vous, pour être omniprésent sur le web, profitez de NordVPN. Lien dans la description, nordvpn.com/hermitmoderne. Merci à NordVPN pour soutenir cette chronique et bon visionnage. Avant de commencer, petite précision, encore une fois, c'est plus une petite réflexion autour de la série matinée d'analyse thématique qu'une critique à proprement parler. Mais si vous voulez ma critique d'Invincible abordant plus en détail les aspects techniques de la série, rendez-vous à 19h30 sur ma chaîne Twitch, lien dans la description. C'est parti! La série commence quasiment comme une série Marvel ou DC classique. Un groupe de super-héros nommé les Gardiens du Globe, comparable à la Justice League ou aux Avengers, protège la Maison Blanche contre des super-vilains jusqu'à l'intervention providentielle de Nolan Grayson, alias Omni-Man, l'équivalent dans ce monde de Superman. Vivant un amour idyllique avec sa femme Debbie, qui connaît sa double identité, il élève son fils Mark pour qu'il devienne aussi un super-héros, le fameux Invincible du titre. Mark a beau être un lycéen, sa passion pour l'héroïsme brûle en lui. Un jeune homme fan de comics est prompt à s'opposer aux brutes qui ne rêvent que d'une chose, devenir comme son père.
L'ennui, c'est que son père n'est pas le héros vertueux qu'il semble être. Le premier épisode semble au premier abord globalement attendrissant. Un super papa qui guide et élève son fils pour qu'il puisse maîtriser ses super pouvoirs, comme un père normal qui apprend à son fils à marcher, courir et faire du vélo. Sauf que là, il s'agit de voler dans le ciel, dans l'espace et utiliser sa super force. Ici, le père fait globalement preuve de complicité et de pédagogie bienveillante envers son fils. On se dit que si Superman avait un enfant, c'est peut-être comme ça qu'il s'occuperait de lui. Sauf peut-être le moment où il lui file un gros coup de poing dans le bide pour lui apprendre la vie. Ça, c'est peut-être un peu trop martial, non? Oh, un drapeau rouge. C'est rigolo. Mais ces bons moments entre père et fils sont déjà derrière nous quand à la fin de l'épisode 1, Omni-Man massacre avec une brutalité abominable les gardiens du globe, dans des effusions de sang et de tripes tellement sales et explicites que je suis pas sûr qu'on a le droit de montrer ça sur YouTube. Donc j'ai demandé à Mathias de censurer ça comme il peut. Ça va être la merde pour tout censurer. Yes. Après cet acte d'une violence sale et abjecte, la série a comme brisé son innocence et celle de son vrai héros, Mark. Chaque mort qui suivra sera tout aussi gore, impitoyable et sanglante, y compris et surtout pour les civils, comme lors de l'invasion de l'épisode 2 par les Flaxans. Non, non, tu reviens en fer, tu reviens en fer, tu reviens en fer. Voilà. J'adore l'argent, donc cette vidéo, elle reste monétisée. Merde. Putain. Non mais je savais que ça allait être une merde de tout censurer, je le savais. Certains ont reproché pas mal de films de super-héros de montrer des cataclysmes spectaculaires sans faire cas de la réalité des victimes, tandis que d'autres se plaignent de l'aspect lisse et consensuel du héros capable de sauver la population quelles que soient les circonstances ou se battant plus loin pour éviter les dégâts. Eh bien là, clairement, on peut voir qu'en absence des plus grands héros de ce monde, c'est beaucoup plus difficile de gérer les pertes humaines et on ne vous épargne aucun détail, même les plus sales. Vous constatez, maître? Très sale. Très très sale. Oui, cette série est très violente par moments, et oui, ils disent aussi des gros mots, mais c'est une série vraiment adulte dans le sens le plus intéressant du terme. Il ne s'agit pas là d'une comédie cradingue du style Fox ou Adult Swim, avec une esthétique volontairement grotesque devant justifier son existence par de l'humour. Et il ne s'agit pas non plus d'un animé edgy pour ados cherchant à paraître cool, avec une violence stylisée mais parfois forcée et vaine. Pour un propos plus nuancé sur le sujet, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les animés sanglants et matures. Il y a des enjeux et des drames sérieux au premier degré et des personnages traités avec gravité sans tentative de désamorcer à tout prix la tension. Ce qui est rare dans un dessin animé pour adultes américains. En effet, pas mal de cartoons adultes américains sont comme presque obligés de se présenter comme des comédies trash ou absurdes avant de pouvoir explorer à côté d'autres tons et aspects émotionnels, parfois par peur des producteurs et diffuseurs télé qui influent sur les artistes à rester par sécurité dans le modèle Simpson, Griffin, South Park. Mais heureusement, les choses commencent à changer avec des séries d'animation adultes à vocation principalement dramatique et action épique, comme Samurai Jack saison 5, Primal ou justement Invincible. La vulgarité est utilisée avec parcimonie pour donner du naturel au dialogue, et la violence est là pour servir un propos sur la responsabilité de son héros, le mettre à l'épreuve, créer un sincère sentiment d'horreur chez le spectateur et mettre des enjeux importants dans le récit. Donner l'impression que chaque erreur a des conséquences très graves. Car si un être est assez fort pour empêcher un immeuble de s'écrouler, que se passerait-il à la moindre erreur, au moindre pétage de plomb? Dans le cadre d'un récit super-héroïque, on ne préfère pas imaginer ce genre de cas, mais Invincible nous force à mettre le nez dedans, sans concession, ni trop de complaisance. Être un super-héros, c'est très dur, il y a des vies en jeu et il ne faut pas déconner. Ou alors, c'est que le héros agit comme si la planète qu'il était censé protéger lui appartenait. La série fait un travail remarquable pour bien faire comprendre aux spectateurs qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Omni-Man, l'équivalent de Superman encore une fois, dans le monde d'Invincible. Dans la scène d'introduction, comme je l'ai dit plus tôt, on voit les gardiens du globe, l'équivalent de la Justice League, protéger la Maison Blanche contre la menace des jumeaux Mauler. Mais pourtant, au lieu d'arriver en même temps que les autres, celui qui est censé être le Superman du groupe arrive à la dernière minute. Effet dramatique peut-être ?
Pire encore, les autres super-héros ne semblent pas particulièrement réjouis de son arrivée et ne communiquent pas pour travailler en équipe, comme le montre le moment où Omni-Man et Immortel ne s'accordent pas sur le sauvetage des gardes en chute libre. Au lieu d'être la figure de proue, le meneur d'un groupe de super-héros représentant l'espoir et la sécurité dans le monde, il semble faire cavalier seul. Pourtant, même quelqu'un de puissant comme Superman comprendrait l'intérêt d'allier des justiciers ensemble pour le bien commun. Ou alors, vous avez ce dialogue en flashback entre Nolan et son fils Mark qui était encore alors en primaire. Il parle avec fierté de ses origines de Viltrumiens, habitants de la planète Viltrum, qui utilisent leur grand pouvoir pour se rendre d'eux-mêmes sur d'autres planètes, pour guider et aider les peuples moins développés qu'eux. C'est un choix de mots curieux. Encore ces drapeaux rouges, qu'est-ce qu'ils foutent là? Non, enfin si, c'est curieux, parce que là on parle pas de aider des démunis, mais de guider des peuples moins développés. Est-ce que c'est pas doucement en fait traiter les autres peuples d'aliens de primitifs? Puis ils décident d'eux-mêmes d'aller dans les planètes des autres, comme ça, en mode « Oui, bonjour, je vois que vous êtes un peu des pecnos, donc je vais utiliser mes pouvoirs de dieu et ma culture supérieure pour vous aider à sortir de la boue. Ha ha! Et c'est pas avec vos petits doigts boudinés que vous allez construire des écoles, ça c'est sûr. Quelle sinistre merde. Alors, On a mis fin à des guerres à travers tout l'univers, apporté la paix à des milliers de galaxies. On a sorti les peuples aliens de la boue pour les emmener dans le futur. C'est pour ça que je suis sur Terre. Bon, de loin, ça a l'air un peu caritatif, hein, We are the world, we are the children, tout ça, mais il y a un côté un peu condescendant. Mais c'est qui en fait ces Viltrumites là? Ils volent comme ça, dans les planètes des autres, là, pour régler leurs problèmes, ils interviennent chez eux, comme des genres d'interventionnistes. Oh, attends, merde. Et puis, au début de l'épisode 2, tu assistes à un dialogue entre un beau-père et son beau-fils en voyage à Londres, expliquant que la reine d'Angleterre a peut-être l'air d'une gentille petite vieille, mais elle est aussi issue d'une longue lignée de tyrans sanguinaires qui ont... Ok, stop! La série ici est en train de nous dire en avance que Omni-Man est l'émissaire d'un empire galactique cherchant à conquérir la Terre. Il y a plein d'autres indices comme ça qui font comprendre que ce mec n'est pas clair dans sa tête, mais pour moi ce sont les exemples les plus représentatifs et ils ont le mérite aussi d'apparaître assez tôt. C'est le même discours qu'on a toujours entendu de la part des soi-disant grands conquérants. Une puissance militaire faisant le culte de sa propre force, la conviction d'être un peuple élu et évolué, contrasté avec les autres peuples qui sont jugés inférieurs, faire passer des campagnes de pillage et de conquête brutale pour une volonté de partage de ses richesses et de son savoir. L'armée, cette fameuse armée qu'on dit occupée à des représailles sans scrupules, a continué les travaux entrepris. On la voit jouant le rôle d'ingénieur et d'architecte, diriger ou accomplir les travaux qui ouvrent une route, créer un barrage de retenue, un déversoir. Quand j'étais petit, on nous enseignait que la Nation du Feu était la plus grande civilisation de toute l'histoire, et en quelque sorte que la guerre était notre façon de partager notre grandeur avec le reste du monde. Quel stupéfiant et atroce mensonge! Les peuples du monde sont tous terrifiés par la Nation du Feu. Ils ne voient pas notre grandeur. Ils nous détestent. Oui, mais on vient apporter la paix, la civilisation, histoire de bien justifier de te niquer la gueule et de prendre tes ressources, hein, procédure standard. C'est notre tâche. Nous devons les empêcher de résister. Nous devons leur montrer que c'est inutile, que jamais ils ne gagneront et qu'ils vont faire désormais partie d'un empire beaucoup plus vaste. Ou qu'ils mourront. Non, jamais je ferai ça. Oui, c'est pas très l'humanisme tout ça, ma bonne dame, hein. Totalement l'inverse du parcours de Atom Eve, une super-héroïne du même âge que Mark. Comme lui, Eve était vouée à combattre des aliens et des savants fous d'un côté, et vivre des drames romantiques éculés à base de malentendus et de tromperies de l'autre. Mais elle brise le moule. Elle quitte d'abord sa famille, en particulier son père rabaissant et étouffant, cherchant par peur à contrôler le destin de sa fille, ça me rappelle quelqu'un. Après une période d'introspection en solitaire, elle décide de consacrer ses pouvoirs pour aider autrui positivement de façon directe, comme aider des agriculteurs dans la misère et stopper les dégâts de catastrophes naturelles, plutôt que d'être dans la réaction, de réagir à la menace farfelue de la semaine. Elle met vraiment à profit sa puissance pour d'authentiques actions humanitaires. Parce que les super-héros qui tapent des monstres, oui certes c'est important, mais on sait beaucoup mieux ce qu'ils ont au fond de leur cœur quand ils sont face aux gens dans le besoin, non pas que en tant que bouclier, mais aussi en tant que main tendue. Je pense notamment à Superman dans Peace on Earth ou Paix sur Terre, un comic book où il essaye de lutter directement contre la faim dans le monde avec sa super force mais surtout avec compassion et pédagogie. À côté, on a un Nolan qui essaye de convaincre Mark qu'il faut penser plus grand parce que son sang
et spécial. Pourquoi se rabaisser à aider des nécessiteux dans la rue quand on peut utiliser sa force pour taper des envahisseurs spatiaux et des monstres géants? Ça, apparemment, c'est un vrai destin de héros. Tu crois que je devrais aider ce type? Ce serait commettre une gigantesque erreur. Quoi? Pourquoi? Parce qu'il se sert de toi. Je suis pas bête, papa. Je peux voir quand les gens mentent. Je suis certain que Titan voulait pas devenir un criminel. Il a une famille. Je crois que sa fille est malade en plus. Même si c'était vrai, tu es un Viltrumite. Ok, tu as combattu une invasion extraterrestre, tu as sauvé le pays d'un astéroïde, tu peux pas te rabaisser à ça. Vraiment? Le seul vrai destin d'un héros? En fait, le parcours de Nolan, c'est comme si Superman avait appris sur Terre à devenir plus humain, mais qu'ensuite, le devoir l'appelant, il renie tout, et en fait, c'était pas Superman depuis le début, c'était le Général Zod. C'est une version tordue du dilemme de Superman, partagée entre ses origines aliens et son éducation humaine. Là où Clark essaye de guider sa force de kryptonien avec son cœur d'humain, Nolan essaye d'étouffer le peu d'humanité en lui que sa femme lui a insufflé sous le culte de la force viltrumienne. Là où Superman se considère comme une calamité potentielle dans un monde de porcelaine qui doit être traité avec délicatesse, Omni-Man se voit comme un souverain qui protégera la Terre s'il est de bonne humeur, mais n'hésitera pas à détruire des villes et briser des vies d'un revers de main à la moindre contrariété. Il vient d'une civilisation qui, dans ses fondements, justifie la glorification des forts et l'élimination systématique des faibles, ou, au mieux, leur soumission. Plutôt que des Kryptoniens, les habitants de Viltrum, c'est plus des Saiyans en fait. Quand tu y penses, en fait, Mark, il est un peu comme Goku ou Gohan. C'est un être avec le potentiel d'une grande violence dans le sang, mais qui a été adouci au contact de l'humanité. Mais du coup, alors Nolan, il est un peu comme Bardock en fait, mais avec la gueule de J. Jonah Jameson des films Spider-Man, et qui gueule comme le prof psychopathe là dans Whiplash. If you deliberately sabotage my band, I will fuck you like a pig. Now, are you a rusher? Or are you a dragger? Or are you gonna be on my fucking time? I'm gonna be on your time. Ah, J.K. Simmons, cet énorme BG. Regardez cette série en VO, juste pour lui. Pourtant, à la fin, c'est le cœur humain de son fils qui aura réussi à le faire vaciller, stoppant ses poings meurtriers. C'est le cœur humain de sa femme qui lui a fait comprendre la valeur derrière les instants fugaces, éphémères et donc précieuses de la vie sur Terre. C'est tout ça qui l'a amené à douter du bien fondé de son idéologie, de sa pensée. Façon de penser qui a failli avoir une incidence sur la façon d'éduquer son fils, Mark. Derrière la bienveillance apparente de Nolan, ses leçons de vol, ses sagesses paternelles, se cache de façon insidieuse un discours toxique visant à figurativement et littéralement aliéner son fils. Genre vraiment littéralement, le rendre plus alien et moins humain. Peut-être que Nolan pensait sincèrement bien faire, peut-être qu'il pensait lui inculquer de bonnes leçons, mais ses enseignements au final s'avèrent être les aspects les plus sordides du super-héroïsme poussé à l'extrême. Tu es au-dessus des autres. Tu es mieux que les autres. Il y a des causes plus dignes de ton statut que d'autres. La vie n'est que violence et elle ne retiendra pas ses coups. Mens à tes proches pour soi-disant les protéger. Car de toute façon, ils ne peuvent pas te comprendre. Puisqu'ils sont communs, alors que tu es spécial. Tu ne peux pas être heureux auprès d'autrui. Ils sont éphémères. Mais toi et ta mission sacrée, vous êtes éternels. Pas mal de récits super-héroïques ont tendance à tomber dans ce genre de piège quand il s'agit de caractériser leurs protagonistes et présenter leur lutte. Pas seulement leur lutte contre le mal, mais aussi entre leur humanité et leur statut super-héroïque. Invincible crée un dialogue avec ses œuvres pour justement remettre un peu tout ça en question. En prenant le masque d'Invincible, Mark voulait devenir comme son père. Ou plutôt, l'image que son père renvoyait avant que le vernis ne craque violemment dans une mousson de sang. Son innocence brisée, son impuissance cruellement confirmée, surtout par la scène du métro dans l'épisode 8, c'était absolument atroce. Mark ne sera vraiment le super-héros qu'il veut vraiment être qu'en étant meilleur que son père, ou plutôt en étant différent de son père, en faisant ce que ce dernier n'avait jamais réussi à faire. Travailler en équipe, rester humble devant l'immensité du monde, combattre les brutes hégémoniques plutôt que les rejoindre, valoriser ses proches, faire confiance à sa famille et ses êtres aimés, créer des liens sincères envers autrui et tendre, sans violence, une main compatissante. En bref, devenir la meilleure version de lui-même.
Tu n'as pas besoin d'être le plus grand omniman de l'univers. Il te suffit d'être le plus grand toi, et tu verras que ça suffira. Et si jamais le plus grand moi, ça suffit pas? Marc, tu es stupide parfois. Contente-toi d'être toi et ce sera parfait, je le sais. C'est gentil. Et tu sais que je l'aime, ma mère basique sans pouvoir qui fait tourner la baraque. Oui, et toi tu sais que j'aime mon trou du cul de fils. N'hésitez pas à aller plus loin dans l'expérience de mes chroniques, mais cette fois-ci en live, que ce soit de discussion ou de jeu, en allant sur twitch.tv/ermitmoderne. Bravo à GPM pour son aide précieuse dans la création de cette chronique, notamment le montage. Je vous invite à laisser un pourboire sur Tipeee et Utip pour m'aider à rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. D'ailleurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Ermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. Et merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Si vous voulez faire partie vous aussi du club des tipeurs et accéder à des avant-premières, le lien du Tipeee est dans la description aussi. N'oubliez pas le live Twitch lundi à 19h30. Merci d'avoir vu cette vidéo moins gag et plus réflexion et je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques.